Bonjour chers écouteurs de la radio Belgahaï. Vous écoutez l'émission Marie Chihet et moi c'est Maria Hakobdjanian. L'invité d'aujourd'hui c'est une personne que j'aime beaucoup, très rayonnante, Nathalie. Alors je vais essayer de ne pas saccager son nom de famille, je m'excuse. Yedi Kardesh Oné. C'est ça. ça. Ça va, je m'en suis sortie. Tout à fait, c'est parfait. Bonjour Nathalie, comment ça va? Très bien Maria, merci beaucoup de m'avoir invitée à ce moment que j'apprécie déjà énormément. Merci à toi d'avoir pris le temps de venir. C'est une première fois qu'on va papoter comme ça, Oui. de vive voix comme ça, enfin en face à face. On n'arrête pas de se croiser, s'envoyer des messages et tout. Donc j'étais très contente. J'avais hâte d'accueillir chez moi. Merci. On va donc pour nos interlocuteurs, on va quand même dire que Nathalie est une des bénévoles de Belgahaï. Oui, tout à fait. Pour les news en français notamment, que je fais certains jours de la semaine, oui. Ok, donc si vous écoutez les news en français, certains jours, c'est la voix de Nathalie. Oui, et il y a l'émission aussi, Les Murmures du bien-être qui sont diffusés le matin et le soir, qui est un podcast. On va revenir là-dessus parce que j'adore cette émission. J'adore, je suis fan. Je suis fan, mais bon, je suis fan de toi, ça tout le monde sait. Alors, Nathalie, petite Nathalie. Oui, petite Nathalie. Alors, oui. T'imagines, petite Nathalie, elle rentre dans... Voilà. Et elle est née où? Petite Nathalie a ouvert ses yeux à Istanbul. Elle est arrivée sur Terre à Istanbul en 79. Mes parents et moi avons quitté Istanbul en fin 80, donc un peu avant mes 2 ans. Et j'ai grandi à Bruxelles à partir de là, avec mes parents au départ, ensemble. Donc jusqu'à l'âge de 10 ans, mes parents étaient ensemble et puis ils se sont séparés. On va arriver. Oui. Petite Nathalie, elle aimait quoi? Elle n'aimait pas quoi? Alors, petite Nathalie, elle aimait beaucoup jouer, elle aimait avoir des amis, elle aimait passer du temps en famille aussi. Mes parents ne restaient pas beaucoup à la maison, donc on a très vite connecté avec la communauté arménienne ici en Belgique et au Haïdoun, qui se trouvait donc rue Franz Merger à l'époque. Donc depuis petite, j'ai passé énormément de temps là, principalement les vendredis soirs. Et puis pendant toute une période, les dimanches aussi, où il y avait des activités pour les enfants, justement, pour les jeunes. Et tu faisais partie des Hajab? Non, pas encore à ce moment-là, à l'adolescence. Ouais, mais quand j'étais petite, ça n'existait pas encore. C'est arrivé il y a en 85. Oui, tout à fait. En 85. On vient de fêter les 40 ans. Exactement. Mais donc avant ça, nous allions déjà au Haïdoun. Et puis l'Ajab a été créé. Et c'est vrai que les jeunes, je pense que c'était les jeunes de l'Ajab qui animaient nos dimanches après-midi. Avant que l'ambassade ne s'installe rue Franz Merger, on avait accès à tout le bâtiment et je me souviens qu'on était sous les toits en train de faire des jeux. Tous les dimanches, il y avait un truc pour les enfants, c'est ça? Je ne sais plus si c'était tous les dimanches, mais il y avait des activités les dimanches. Après, je ne sais plus à quel rythme c'était. Oui. Et c'était des jeux. Enfin, je me souviens, on jouait au téléphone arabe, on jouait à 1, 2, 3 pianos. Enfin, voilà, c'était des petits jeux qui faisaient qu'on se connectait. Et puis, on se voyait aussi les vendredis soirs parce que nos parents étaient à l'étage, au premier étage, en train de jouer aux cartes, jouer au backgammon, etc. Les hommes, les femmes étaient en train de discuter, papoter, et puis les enfants, nous on était au rez-de-chaussée. Je me souviens dans ce grand hall d'entrée, on avait un ballon, on jouait au foot, enfin voilà, c'était notre espace à nous. Très familial, tout en à fait. Et puis quand l'Ajab a été créé, la cave en fait appartenait à l'Ajab, et nous en tant qu'enfants, on descendait discrètement pour regarder, mais c'était interdit pour nous parce que c'était pour les jeunes, donc on s'enfuit dans les escaliers. Enfin voilà, j'ai des souvenirs. 4 étages. Oui, il y avait beaucoup d'étages, rez-de-chaussée. Donc il y avait les parents, mes enfants. Oui, et puis c'est ça, 3. Voilà, exactement. On mélangeait pas. Alors voilà, on avait chacun nos espaces et on se retrouvait avec plaisir là les vendredis. Ouais, tout à fait. Okay, donc chacun s'amusait à son étage. Oui, tout à fait. Donc j'imagine que tu te souviens pas grand-chose de ta vie à Istanbul? Oh non, pas du tout. Non, j'étais bébé. Après, voilà, plus tard, je suis retournée. Ma maman m'a montré là où on habitait quand je suis née, etc. Mais je n'ai aucun souvenir, non. Est-ce que tu parles turc? Oui, tout à fait, parce que ma grand-mère paternelle n'était pas d'origine arménienne, donc elle était arrivée en Turquie, avait appris le turc, et puis avait épousé mon grand-père, etc. Donc, et elle vivait avec nous. Elle est arrivée en Belgique avec nous, et donc avec elle, je parlais le turc.
Oui. Et comment ça se fait que ton nom de famille n'a pas la sonorité arménienne? Parce que avec tout ce qui s'est passé il y a un peu plus de 100 ans maintenant, les Arméniens d'Istanbul et donc la famille de mon grand-père, dont le nom de famille d'origine est Hagopian, en fait, a changé et a pris un nom de famille turque. Yedi Kardeş veut dire les 7 frères. Alors pourquoi ce nom-là, je ne sais pas. Mais voilà, je sais que le nom d'origine de ma famille, c'est Hagopian. Est-ce qu'il y a de la famille que tu as retrouvée ou pas? Alors, malheureusement pas du côté de mon grand-père parce qu'ils étaient donc 4 frères et sœurs et mon grand-père est le seul à avoir eu un enfant qui était mon papa et qui a eu juste eu moi. Donc voilà. Et du côté de ma grand-mère, donc ma grand-mère était d'origine espagnole. Quel mélange, dis. Ouais. Et ils ont, en fait, sa famille, elle, étant de confession juive, ils ont fui l'Espagne sous Franco. D'accord. Et dans leur périple, on va dire, jusqu'à Israël, il y a une des sœurs qui s'est arrêtée dans l'ex-Yougoslavie. Ma grand-mère et une de ses sœurs sont restées à Istanbul parce qu'ils ont rencontré leur mari. Et le reste est arrivé à Israël. Et actuellement, il y en a qui reviennent en Espagne, d'ailleurs, qui repartent en Espagne de la famille. Donc, voilà, de ce côté-là, j'ai encore quelques contacts. La famille est plus grande, on va dire, mais la semaine dernière, j'ai fait interview d'une amie Kayane, je sais pas si tu la vois. Oui, tout à fait. Elle aussi, sa famille, oui. Vous devez écrire un livre sur vos origines, sur les mélanges, etc. Je suis ébahie, en fait. Oui, et l'histoire des familles, c'est impressionnant. Ici, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais du côté de ma maman, l'histoire de mon grand-père est très... Il y avait quoi, l'histoire de ton... J'aime bien les histoires. Alors, l'histoire de mon grand-père, c'est que donc il venait d'un village en Anatolie et en fait, lorsque mes arrière-grands-parents étaient jeunes mariés, est arrivée la déportation. Mon arrière-grand-père a été déporté et je ne sais plus dans quelles circonstances il a réussi à être vendu, j'imagine, en tant qu'esclave dans une ferme auprès d'un fermier turc. Donc, il n'a pas été tué, mais il est resté dans cette ferme pendant 7 ans. En échange du travail, il était logis-nourri. Et en fait, il pensait que tout son village avait été décimé, puisque c'est ce qu'il a vu autour de lui, etc. Ouais. Et après 7 ans, sont arrivés des militaires turcs dans cette ferme où ils ont fait une halte. Et l'un des, je ne sais pas quel gradé de l'armée a reconnu mon grand-père et il lui a demandé son nom. Mon grand-père a donné un nom turc parce qu'il se cachait sous un nom turc. Bien sûr. Et il lui a dit non. Toi, t'es pas ça. Tu n'es pas, tu es un tel de tel village. Et en fait, il venait du même village tous les deux et il l'a reconnu. Et ce gradé turc a en fait payé sa libération. Il a demandé au fermier, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as une femme et un enfant au village. Et là, mon arrière-grand-père a été surpris. Il venait de passer 7 années en pensant que tout le monde était mort, sans savoir que sa femme était enceinte aussi. Oula. Quand il a été déporté. Oui, tout à fait. Et donc, il a payé sa libération. Il a demandé également que le fermier le paye pour qu'il puisse rentrer chez lui, etc. Et mon arrière-grand-père est revenu au village. Mais à l'époque, tout le monde pensait qu'il était mort, déjà. Et puis, une femme seule, enceinte, ça ne fonctionnait pas. Donc, mon arrière-grand-mère s'était remariée. Mon arrière-grand-père revient et découvre que sa femme est remariée, qu'il a un fils, et qui est mon grand-père du coup. Et donc lui de son côté, il se remarie également avec une veuve qui avait déjà une fille, elle aussi de son côté. Et alors ce qui est très étonnant, c'est que mon grand-père n'a ni été élevé par sa mère, ni été élevé par son père. Il a été adopté, on va dire, par un des oncles et tantes de la famille. Pourquoi? Qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui avait la possibilité de l'élever. Et du coup, on porte le nom de famille de cet oncle-là. Ma maman porte le nom de famille de cet oncle-là, donc ni le nom de famille de son père, ni le nom de famille de sa mère. C'est fou. Oui. Et donc du côté de sa maman, il a encore eu 4 frères et sœurs, et du côté de son papa, il y a une demi-sœur, on va dire, qui était déjà là, et il y a également eu une autre sœur, donc la famille est très étendue de ce côté-là. Et vous êtes tous proches ensemble? On est tous connectés, oui, d'une manière ou d'une autre. Il y en a à Paris, il y en a au Canada, il y en a... L'ancien mari avec le nouveau mari. Oui, tout à fait. Tout le monde est arrivé à Istanbul. Mais en fait, ils étaient beaucoup plus libéraux à l'époque.
En tout cas, il y avait beaucoup moins d'animosité et de problèmes. Enfin, voilà. Je veux dire, ça posait pas de problème une femme enceinte toute seule. Voilà. En tout cas, on ne la laissait pas toute seule. Ils n'ont pas laissé toute seule, elle. Et voilà. Et c'est vraiment Je trouve que c'est beau comme histoire, en fait. Oui, c'est magnifique. En fait, oui, tout à fait. Et ça a créé, je veux dire, les deux côtés, les frères et sœurs, les demi-frères et sœurs de mon grand-père se connaissent, se voient, les cousins, les enfants. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus simple, en fait, et plus sain d'être, c'était une approche juste waouh. Et du côté de ma grand-mère, donc là, c'était 3 frères et sœurs, et mon arrière-grand-mère a été veuve très jeune, enceinte de son 3e enfant, donc de mon grand-oncle. Alors, je ne connais plus exactement les circonstances de son décès, mais dans mon souvenir, il a reçu un coup de couteau de la part d'un de ses frères dans la jambe. Voilà, mon arrière-grand-père est mort comme ça, et donc, et je sais qu'un oncle a pris mon arrière-grand-mère sous son aile. Il l'a pris avec ses 3 enfants, ils sont allés à Istanbul, etc. Mais voilà, c'est un peu plus flou l'histoire à ce niveau-là. Si un jour tu as mon oncle ou ma mère, ils te raconteront ça beaucoup plus dans le détail. Dis à ta maman que j'arrive. J'adore. En fait, je suis passionnée. Je découvre toutes ces histoires-là parce que en Arménie, nous, on l'a. Mes grands-parents aussi, ils ont une histoire, mais j'ai l'impression que de votre côté ici, en fait, c'est beaucoup plus complexe, les histoires des familles. Il y a des mouvements, en tout cas. Il y a des grands mouvements ici, même du côté de ma grand-mère paternelle, donc qui arrivait d'Espagne vers la Turquie. Et puis, nous, on a bougé vers la Belgique aussi. Enfin, voilà. Et toi, dans tout ça, Belgique, Turquie musulman, Belgique laïque, Arménie orthodoxe apostolique, une partie de la famille juive. J'aime bien dire que j'ai toutes les religions en moi. Voilà, je suis un enfant du monde, et alors de manière générale, je me tiens loin des religions. J'ai ma foi et ma spiritualité qui m'accompagnent au quotidien, mais voilà, je respecte et j'admire chacune des religions parce qu'elles ont toutes de très très belles valeurs et toutes de beaux messages à transmettre. Après, ce que l'homme en fait, c'est autre chose. Et ça, je m'en tiens loin. Voilà. Mais oui, je suis née dans un pays musulman, j'ai grandi dans un pays catholique avec des origines orthodoxes et juives. Donc. En fait, quand j'étais petite, il y avait une série comme ça s'appelait Jade. Oui. C'est l'histoire d'une jeune femme, en fait, dont le papa, en faisant, il va à Rio, je pense, pour faire ses études, mais il est de la ville de Fès, au Maroc. Et ils se marient, donc ils vivent là-bas et tout, et puis son papa décède. Et puis, dû à des traditions, l'enfant appartient à la famille de papa. Mais l'oncle de papa, qui est un imam, mais qui est aussi médecin, mais qui a étudié à Rio et tout, donc qui est, si tu veux, il a une approche différente à la religion et aux règles de la religion, on va dire comme ça. Il dit, non, l'enfant doit rester avec sa maman à Rio et tout. Et puis, manque de bol, maman décède aussi, et la petite fille revient dans la famille à Fès. Et en temps, elle est amoureuse d'un jeune Brésilien, etc. Mais en fait, l'histoire marrant, pourquoi je te raconte ça, c'est que elle se marie avec un gars de famille qui est fidèle, mais elle pas. Et l'oncle du garçon, lui, il est né à Fès, il a grandi à Fès, donc il n'y a pas cette ouverture d'esprit et tout. Et en fait, elle lui fait voir toutes les couleurs au gars. Ce qui est marrant, c'est comment les deux oncles interprètent la même règle, la même loi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est trop mignon quand tu filmes, il est trop marrant, et puis ça t'apprend beaucoup sur les différentes cultures, mais surtout différentes traditions, les explications, à leur manière, forcément. Mais c'est surtout ce qui m'avait fait rire, c'est cette interprétation différente des mêmes écrits. Exactement. Ça dépend avec quel esprit tu t'approches. Tout à fait. Et on se raconte tous notre propre histoire, et on interprète tous avec nos propres lunettes, nos propres filtres. Tout à fait. Donc, l'école,
Oui, l'école, écoute, assez classique. Donc, au début, lorsque nous sommes arrivés, nous habitions Schaerbeek. Donc, j'ai fait mes 2 premières années de maternelle dans une école là-bas. Et puis nous sommes passés dans le nord de la ville, à Laken. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité de 3e maternelle jusqu'à la réto à l'Athénée Émile Boxtel à Laken. Donc, voilà, assez classique. Des matières que t'aimais, des matières que t'aimais pas? Alors, c'est marrant. En primaire, c'était plutôt les maths. Et puis, en secondaire, c'était beaucoup plus littéraire, beaucoup plus français, histoire, géo, etc. Donc voilà. Et puis, assez rapidement, je me suis intéressée à tout ce qui était en lien avec l'humain, donc la psychologie, le droit, enfin voilà, tout ce qui était humain. Est-ce que, je sais pas, à l'école, t'étais comment? T'étais sage, t'étais pas sage? Alors oui, en général, j'étais assez sage. Alors les années de primaire étaient un peu plus compliquées pour moi parce que j'étais l'étrangère de l'école, enfin une des étrangères. À Schaerbeek? Non, à Laken. À Laken. À Laken, oui. À Schaerbeek, non, c'était assez mélangé. À Laken, c'était une école plutôt élitiste et je pense que sur nos primaires, sur mon année en tout cas, on était 5 ou 6 étrangers, non belges, on va dire. D'accord. Alors, il y avait africains, tunisiens, marocains, arméniens. Et comment ça se passait l'intégration? Alors, c'était compliqué. C'était compliqué avec la majorité, on va dire. Donc, pendant pas mal d'années, je me suis sentie mise de côté, etc. Mais bon, voilà. Et en fait, ma meilleure amie, on va dire, était espagnole. Donc, on se retrouvait entre étrangers, entre guillemets. Et ça m'a aidé à sortir de ma coquille. J'étais plutôt réservée, plutôt timide dans ma bulle. Et puis, une fois que j'étais avec des personnes de confiance, j'observe d'abord et puis après je sors de ma coquille. Donc voilà, ça c'était assez bien en place quand j'étais petite. Et puis j'étais grande aussi, donc ça aussi ça faisait un décalage. J'étais tous petits, enfin j'avais quasi ma taille à 12 ans, je faisais 1m73 déjà à l'époque. Oui. Donc voilà, c'était le nom qu'on me donnait effectivement, la perche. Voilà. Et j'avais une copine qui était pareille. Voilà. Tout le monde voulait être comme elle. C'est ça. Elle voulait pas être comme exactement, ça. Exactement. Et arrivée en première secondaire, j'ai rencontré une amie qui était aussi la perche de son école, qui était arrivée. Et en fait, cette différence nous a tellement rapprochés qu'aujourd'hui, elle est la marraine de ma fille. Je suis la marraine de son fils. Enfin, voilà, comme quoi, des situations qui peuvent sembler compliquées, finalement, nous sont des cadeaux dans la vie. Si la vie te donne un citron, fais-en une limonade. Exactement. Exactement. Donc, d'ailleurs, je voudrais m'excuser un petit peu pour ma voix. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais vendredi, à la soirée à Get Together, c'était un peu explosif. Tout à fait. Donc, on a fait la fête, on a crié, on a chanté, on y a laissé notre voix, oui. On a laissé, j'ai laissé surtout ma voix, on va dire. C'est de la bonne perte. Ah oui, ça valait la peine, effectivement. C'était une super Donc, après, tu décides de faire des études de communication. Oui, tout à fait. Pourquoi communication? Alors, j'ai décidé ça à la dernière seconde parce qu'en fait, pendant des années, j'ai voulu faire du droit et puis après, je me suis dit que non, c'était vraiment, l'approche ne me convenait pas et puis je me suis beaucoup intéressée à la psychologie. Je suis allée pendant la dernière année de secondaire suivre des cours à l'UNIF et tout, et finalement le cadre universitaire ne me correspondait pas et puis les cours étaient donnés par des assistants et tout, et puis je me suis dit oui, en fait, je suis déjà l'oreille attentive de beaucoup de gens autour de moi. Oui. Est-ce que j'ai envie de l'être en permanence dans mon quotidien, etc. Donc, j'ai mis ça de côté aussi. Et en fait, j'ai suivi le mouvement d'un groupe d'amis qui allait voir les journées portes ouvertes de l'IEX. Et du coup, je me suis rendu compte que cette école rassemblait tout ce qui me plaisait. Il y avait du droit, il y avait de la psycho, il y avait de la photo que j'aimais beaucoup faire, etc. Et donc, ce côté média. Donc, nous étions fin juin et j'ai dit, OK, j'ai trouvé, ce sera cette direction-là. Et je me suis inscrite. Il y avait des tests d'entrée à l'époque. Donc, j'ai passé les tests et puis voilà, c'était la rentrée. Et j'ai un peu traîné la patte. J'ai fait 2 années de plus. J'y suis allée à mon rythme. Mais des études que j'ai adorées, des années que j'ai adorées aussi. Enfin, voilà, c'était une approche qui me convenait parfaitement en termes de que ce soit la partie théorique, la partie pratique, voilà. Et j'y ai rencontré des personnes fabuleuses qui sont toujours dans mon entourage, dont mon mari. Alors, ça c'est la partie que j'aime le plus.
Oui, donc mon mari. Les histoires de rencontres. Ouais. Vas-y. Écoute, on était ensemble pour nos 2 années de master et on était amis. On était dans la même bande de potes, etc. Lui, il était en couple de son côté. Enfin, voilà. Et on était vraiment une bande, on était quoi, 8 personnes. On faisait 400 coups ensemble. On était. Lui, il est belge. Lui, il est belge, oui. Alors, d'origine très lointaine hongrois. Oui. Donc, son grand-père a fait des recherches et a trouvé il a remonté la lignée familiale jusque dans les années 1400 ou 1500 quelque chose, et après ça part en Hongrie. Donc, okay. Mais oui, il est belge, il est né en Belgique. Il n'a pas beaucoup vécu en Belgique, mais voilà, il était déjà voyageur avec sa maman qui travaillait aux écoles européennes. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe après 2 ans? Après 2 ans, en fait, donc lui, de son côté, il rompt dans sa relation qu'il avait à ce moment-là. Et puis, je sais pas, le dernier mois de nos études, il y a vraiment un rapprochement. Et puis, on est ensemble depuis le lendemain de notre dernier examen. Donc, depuis la fin de l'IEX, on est ensemble. Donc, ça va bientôt faire 23 ans. Et donc, comme il aime bien dire, il habitait à Luxembourg. Et là, on est reparti depuis plus de 15 ans de ce côté-là. Lui, il habitait là-bas? Oui, en fait, ma belle-mère il a bougé pendant toutes ses années primaires. Elle changeait d'école, etc., jusqu'en Angleterre. Et puis, elle s'est dit en secondaire, je vais me poser. Elle a été aux écoles européennes, à l'école européenne de Luxembourg. Et donc, lui, il a fait toutes ses secondaires là-bas. Et puis, il est arrivé à Bruxelles pour ses études. D'abord, un premier essai à l'ICHEC, ça n'a pas fonctionné. Et puis à l'IEX. Comme il aime bien dire, il est arrivé à Bruxelles. Il a obtenu un diplôme, il a trouvé une épouse, il a eu un enfant, et puis il est reparti du côté du Luxembourg. Donc voilà. Oui. C'est bon. Ouais. C'était bien Luxembourg. Ça change ça que t'es pas bizarre après Bruxelles? Oui, alors c'est différent. En fait, à la base, c'est moi qui ai initié le départ après la naissance de notre fille, parce que étant avec un nouveau-né à Bruxelles, ma fille est née en octobre, et donc en hiver, il faisait assez frais, assez froid. Et il y a eu quelques jours de beau temps, et la moitié de ces jours-là, j'ai pas pu sortir parce qu'il y avait des pics de pollution. Donc ça a été une première alerte où je me suis dit oula, ok. Et puis je me suis retrouvée dans le métro avec ma petite tête blonde, parce que ma fille est toute blonde. Et j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, et puis je suis rentrée à la maison et je lui ai dit, écoute, à mon époux, j'ai dit, je n'ai pas envie de l'élever ici. Et c'est comme ça que on a commencé à regarder ailleurs. C'est intéressant, venant d'une Arménienne née en Turquie, donc les parents font la terre entière. En fait, c'est de se mettre en mouvement à nouveau. Oui. Donc c'est marrant. Après tes études, donc t'as ta fille, pas tout de suite. Oui, je termine mes études. Pendant mes études, j'ai travaillé dans un Pizza Hut en tant qu'étudiante. Et donc, la première année qui a suivi mes études, je leur ai proposé de rester une année pour les aider à mettre en place différentes choses au niveau communication, contact client, etc. Donc, c'était une franchise. C'était pas, ça faisait pas partie du groupe. Et donc, je suis restée une année là. Et après, j'ai été engagée chez Aspria. Je ne sais pas si tu vois les centres de sport. Oui, tout à fait. J'ai été engagée à l'Aspria La Rasante, à Woluwe, pour préparer l'ouverture. En fait, la boîte venait de racheter le club et ils étaient en plein travaux. Donc, j'ai été engagée 9 mois avant l'ouverture. Et donc là, ça a été une aventure juste incroyable. J'ai été coordinatrice du groupe, donc je travaillais avec le general manager pour coordonner et organiser toute l'ouverture, l'engagement des nouveaux. C'était les ressources humaines qui s'en occupaient, mais après, la coordination des fonctionnements des équipes, des recrutements des équipes, etc. Voilà. Et donc, 9 mois après, on a ouvert le club. J'ai encore été dans cette fonction pendant une année, le temps de mettre en place le roulement opérationnel, on va dire. Et puis, à un moment donné, quand ça tourne, ça tourne. Donc, je m'ennuyais un petit peu et on m'a proposé en interne de passer dans les ressources humaines. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans les ressources humaines et j'y ai fait une dizaine d'années. Donc, je suis restée encore 2-3 ans chez Aspria et puis on a bougé au Luxembourg. Et là, j'ai été engagée dans une boîte spécialisée dans l'informatique bancaire, une boîte suisse. Et là aussi, une très très belle expérience dans un domaine que je ne connaissais pas, mais voilà que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir. Et là, quand j'ai commencé, nous étions donc il y avait 4 bureaux dans le monde, 2 en Suisse, un à Singapour et un à Luxembourg. Et nous étions 70-80 employés à peu près. Et quand j'ai quitté 7 ans après, nous étions 500 personnes et 11 bureaux dans le monde. J'ai participé à l'ouverture et j'étais responsable du bureau de Paris.
Une belle challenge. expérience. Ah ouais, vraiment incroyable. Bon, malheureusement, j'y ai un peu laissé ma santé, donc j'ai quitté là avec un burn-out. Mais voilà, à refaire, je refais tout pareil. J'ai parce que oublié un c'était petit passionnant. détail. Je sais que quand tu as commencé à sortir avec ton mari, Ouais. les garçons de la JAB n'ont pas accepté ça tout de suite. Il a dû passer quand même quelques examens. Alors oui, il a dû passer un examen bien bien spécifique. Tu vois, j'ai Donc, des infos. ouais, tu as des infos effectivement. Je me souviens, c'était pour l'anniversaire de mon oncle. J'étais enceinte de ma fille et il a passé son examen, je pense assez haut la main. Nous étions, je sais plus, une trentaine de personnes et il a fait le chick-of-tay pour tout le monde. Bah, T'as c'est à des la bonnes soirée. infos, t'as des Bah, très, très bonnes infos. c'est à la soirée de la JAB. De la JAB, ah oui, Quand ils ont commencé à chiqueter, je tout sais à plus fait. qui a raconté Tout cette à histoire fait. qu'en fait, ils ont Oui, fait faire la chiqueté pendant la soirée. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Il était à quatre pattes par terre avec une serviette au-dessus de la tête. Le Enfin, pauvre. voilà. Il l'a fait, il l'a tenu jusqu'au bout et à tel point que, je ne sais plus, je crois que c'était à son anniversaire suivant, mon oncle et ma tante lui ont même offert le plateau à chiqueté. Enfin, il a reçu tout l'attirail pour pouvoir le Voilà, faire. maintenant, c'est le pro Voilà, de chiqueté bon, de Luxembourg. exactement. Et c'est le, comme ils le disent, c'est pas moi qui le dis, c'est le plus arménien des Belges, hommes. Je précise. Parce qu'hier aussi, j'étais avec un groupe d'Arméniens d'Iran, en fait, Oui. une copine avait son anniversaire. Et je dis, en fait, voilà, il y en a deux maris qui sont belges, en fait. Je dis, mais en fait, quand tu es avec une Arménienne, tu deviens Arménienne, t'as pas le choix. Tout à fait. T'as pas le choix. Si tu as choisi d'eux, tu accueilles tout. Tu accueilles toute la culture, toutes les habitudes, toute la famille, exactement. tout le côté bruyant, tout le côté, voilà. Ah oui, il a très très vite adopté la nourriture. Voilà. Il a très très vite adopté la nourriture, mais il parle l'arménien. Je savais pas. Oui, alors je dirais, il comprend 60-70% de l'arménien, je dirais, et il se débrouille. En fait, ma grand-mère, qui est décédée il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, ne parlait que arménien, donc avec elle, il n'y a pas eu le choix. Et merci mamie. Et puis nos enfants, quand ils sont nés, je ne leur parlais que arménien. Donc à la maison, ils l'entendaient, etc. Donc ça c'est bien. Voilà. Je trouve que c'est beau parce que bon voilà, tu peux accepter, tu peux accueillir et oui, bien sûr. Ça nous fait plus grandir. Bien sûr. Je sais que suite à ton burn-out, tu as décidé de changer de vie. Oui, tout à fait. Alors oui et non. En fait, ce qui m'a permis de me rendre compte que j'étais en burn-out, c'est quand j'ai levé le pied au boulot. Et pourquoi j'ai levé le pied au boulot? Parce qu'en fait, en fin 2016, nous avons décidé, mon époux et moi, de faire un voyage avec nos enfants. Donc, nous nous sommes renseignés auprès de nos employeurs et pour être sûr que l'un de nous deux gardait son emploi. Donc, lui, il est resté dans la boîte et moi, ils m'ont informé que voilà, c'était pas possible de faire une pause comme ça. Et donc, j'ai choisi de quitter et donc j'ai levé le pied et là, je me suis repris le retour de manivelle. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais poussé un peu trop loin mes limites. Et en fait, j'ai quitté en très très bons termes mon employeur en juin 2017 et en septembre 2017, nous nous sommes mis en route pour un tour du monde avec nos enfants pendant 10 mois. Et vous avez été où? Alors, on a été où? On a fait 11 pays. Entendons-nous, hein, on a essayé de voir un maximum. Mais vous avez été en voiture? Non, en avion. On a acheté un billet tour du monde. Donc, on ne savait pas que ça existait, mais ça existe. Et les gens pensent que c'est quelque chose d'inaccessible. Mais je pense, en surprendre plus d'un en disant que le billet d'avion tour du monde d'entrée de gamme, on va dire avec 4 stops, comme ils disent, 4 hubs. Donc, il y a 3 vols en route et puis le dernier qui est le retour dans son pays d'origine commence à 1 600 € par personne. Donc, c'est moins cher qu'un billet aller-retour en Australie parfois. Donc, bientôt en Arménie aussi. Mais... Voilà. Donc voilà. Et en fait, c'est un billet. Il y a 3 règles importantes. C'est que tu dois aller tout le temps dans le même sens. Tu dois traverser les 3 grands océans et tu dois le faire en 12 mois maximum. Donc, faisable. Voilà, c'est tout à fait faisable. Et donc voilà, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a vu comme pays? On est passé par l'Afrique du Sud, Cape Town principalement, et puis un parc national. On est passé par l'île de la Réunion, la Thaïlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la pointe sud du Chili, la Patagonie, le Pérou, le Costa Rica,
l'Ouest canadien, l'Est canadien et un petit passage à New York et un petit passage aux Fidji également. Donc voilà, Et les enfants à l'école? Alors l'école, c'est très bien organisé en Belgique parce qu'en fait, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'enseignement est obligatoire, mais l'école n'est pas obligatoire en Belgique. Et donc en fait, tout ce qu'on voit à l'école existe en ligne. Et donc on a fait l'école à nos enfants. Et c'était la bonne année pour nous parce que donc en Belgique en primaire il y a examen tous les 2 ans, donc dans la partie francophone en tout cas, je sais pas si c'est pareil côté flamand. Tous les 2 ans, donc en 2e, 4e et 6e il y a des examens. Notre fille venait de faire ses examens de 4e, donc c'était le voyage c'était pendant la 5e, et notre fils c'était sa 3e année maternelle. Donc autant dire qu'il n'y avait pas d'examen voilà. Du coup on s'est renseigné. On a fait le nécessaire pour qu'elle soit inscrite en ligne. Comment ça se passe? Tous les cours sont là. C'est un peu comme un shopping bag. Tu mets les cours que tu veux dans ton truc. Donc, on avait mis les cours de 5e et on avait rajouté le cours d'anglais parce que ça, c'était à partir des secondaires. Et du coup, elle faisait ses cours. Elle envoyait ses devoirs à la fin de la semaine. Et au moment où elle envoyait ses devoirs, ça donnait accès aux cours suivants. Et donc, il y a des profs en ligne qui corrigent. Et il y a... C'est payant? Non, c'est gratuit. L'enseignement est gratuit en Belgique. Même les cours online sont gratuits. Oui. C'est la communauté française qui organise ça et c'est super bien organisé. Les profs sont là. Si jamais elles bloquent sur quelque chose, voilà. Alors nous, on n'est pas prof du tout, mais on avait nos fiches et nos informations de comment expliquer la matière à l'enfant, etc. Donc voilà. Du coup, je pense que tu vas en surprendre plus que. Oui, moi, voilà. Je ne connaissais pas. Oui, tout à fait. Écoute, on a vraiment, en faisant ce voyage, on a vraiment découvert un monde parallèle, on va dire, vraiment en dehors de ce qu'on connaissait, en dehors du schéma classique dans lequel la société nous mettait, en fait. Et donc, comment les enfants vivaient tous ces départs, tous ces voyages? Alors, au moment où on leur Est-ce qu'ils s'ennuyaient pas? Non, pas du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est que on a comptabilisé le temps de travail dont on avait besoin par semaine. Quand tu retires les cours de gym, les récréations, les machins, etc. Pas plus mal. Voilà, il y a un travail effectif de 10-12 heures par semaine. Ah ouais. C'est pas grand-chose. Donc, on faisait école avec Maëlys 4 matins par semaine et tout le reste du temps, on visitait les endroits où on se trouvait. Et du coup, ce qui était génial, c'est que les choses qu'elle apprenait, elle les voyait en vrai. Oui. Donc, on a parlé, elle avait de la matière en chimie physique, le soufre, le machin, etc. On était en Nouvelle-Zélande, à côté de trucs qui puent et la rage. Enfin, voilà. Elle le vivait pleinement. On parlait de géographie. Elle n'est pas prête à oublier le soufre. Non, ça c'est clair. Et ça, alors Loïc n'avait que 5 ans, il s'en souvient aussi. Hein. Il s'en souvient aussi. Mais donc non, c'était vraiment magique. Ce qui nous a vraiment beaucoup marqué et qui nous a pris du temps, c'était de se dire, ok, est-ce que c'est normal ce qu'on fait? Parce que tu vois, dans le rythme d'une vie classique telle qu'on est, on va à l'école, on prend un diplôme. Les parents indignes. Voilà. Vous avez enlevé vos enfants de l'école et nous on pour travaillait pas faire un tour du monde. Mais comment vous osez? C'est ça. Et comment la communauté arménienne t'a laissé partir? Ils t'ont pas empêché, ils t'ont pas commenté. Alors si, des commentaires, on en a eu. T'es pas dans la bonne communauté, alors. Non, écoute, c'était vraiment magique, mais se déprogrammer le cerveau de se dire, ben non, ce qu'on fait là est tout à fait normal et c'est la vie normale aussi de voyager. Des filles normales. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une nouvelle définition du normal. Oui, exactement. Et donc, ça a été incroyable. Non, et en fait, c'est l'année où on s'est vraiment rencontrés individuellement aussi. Moi, j'étais en approche de la quarantaine. Mon époux était à peine début quarantaine. Donc, c'est une période où on se remet beaucoup en question et tout aussi. Et en fait, on s'est même remis en question professionnellement où voilà, on s'est rendu compte que l'approche qu'on avait allait évoluer vers autre chose. Donc on a eu le même diplôme tous les deux, mais moi j'ai dévié vers les ressources humaines et mon époux vers le marketing. Donc donc voilà, on avait des directions différentes et en fait on s'est retrouvés dans le fait qu'on voulait approcher nos métiers autrement, c'est-à-dire à travers le filtre du coaching. Et donc à notre retour, lui il est retourné au bureau et on lui a demandé ce qu'il voulait faire parce que son poste était pris par sa remplaçante. Et il a dit je veux être coach. Et ils l'ont formé pour devenir coach. Et il est devenu coach en interne et tout. Donc splendide. Et moi de mon côté, en fait, on a laissé le choix aux enfants de leur année
de retour. Est-ce que vous voulez aller à l'école ou vous voulez continuer l'école à la maison? Ils ont choisi l'école à la maison tous les deux, donc j'ai fait l'école à la maison avec les deux. Donc la 6e primaire pour Maëlys et la première primaire pour Loïc. C'était assez magique de lui apprendre à lire et écrire, et puis assez fou aussi d'aider Maëlys à terminer sa primaire, avec l'aide de ma belle-mère d'ailleurs qui était dans l'enseignement. Donc voilà, elle est venue nous prêter main forte pour les examens. Et puis pendant cette période-là, j'ai également trouvé les formations dont j'avais envie pour me former et pour aller vers le coaching, mais un coaching différent de Pierre-André, dans le sens où lui c'est plus du coaching business, entreprise, développement d'affaires, développement commercial, etc. Et moi c'était plus une approche personnelle, humaine, mélangée à de l'énergétique. C'est tellement toi. Voilà. Donc, du coup, j'ai trouvé une très, très chouette formation à Namur que j'ai commencé en septembre 2010. On est où? 2019. Qui devait être sur une durée de 2 ans, mais le Covid est passé par là, donc ça s'est étendu un petit peu. Mais les enfants sont retournés à l'école à un moment donné. Et donc oui, les enfants, on leur a laissé le choix à nouveau. Donc Maëlys pour la première primaire et Loïc pour la deuxième pour la première secondaire et deuxième primaire. Et en fait, ils ont pris le temps de réfléchir tous les deux. Loïc a même pu tester pendant 10 jours dans une école parce qu'il ne connaissait pas l'école primaire. Voilà, donc c'était difficile de faire un choix. Et ils ont tous les deux choisi de reprendre l'école. C'est bien. Donc voilà. Et du coup, moi, ça m'a libéré aussi du temps. C'est pour ça, pour faire ta formation. Former, exactement. Donc, je me suis formée en coaching auprès de cette école à Namur, l'école Michel Villacorta, l'académie Michel Villacorta, qui fait un mélange de coaching, d'hypnose, hypnose ericksonienne, etc. Donc vraiment avec du palpable et de l'impalpable, du visible et de l'invisible. Donc, c'était une approche qui me convenait parfaitement. Et à côté de cela, je m'étais formée pendant que je faisais l'école aux enfants, je m'étais formée au Reiki également. Donc, j'avais déjà commencé à travailler avec le monde subtil de l'énergétique, avec l'énergie de l'univers. Et puis, en parallèle à la formation, aux 2-3 ans de formation de coaching, je me suis formée en aromacologie. Donc, c'est tout ce qui concerne les huiles essentielles olfactives uniquement. Donc, juste c'est qu'on boit. Non, ni mettre sur la peau ni boire, c'est vraiment ce qui donc l'aromacologie qui est le travail sur le psycho-émotionnel, donc en respirant, à travers les huiles c'est ça, exactement. Pour être sûr pour tout à fait. Oui, ce sont les huiles essentielles qu'on sent. Interlocuteurs. Exactement. Donc, on sent qu'on met dans des vaporisateurs. Alors ici, c'est plus sentir sur un mouchoir ou sur une tigette, tu sais, comme les parfumeurs ils ont, et qu'on met à proximité du nez. Donc pour que le travail soit effectif, c'est important de l'avoir à proximité. Donc les diffuseurs sont très bien pour créer une ambiance et pour travailler sur le bien-être général. Mais ici, quand on veut un travail de libération psycho-émotionnelle, un blocage qu'il peut y avoir ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux donner 2 huiles essentielles qui peuvent changer la vie des gens? Oui, bien sûr. Pour ceux qui ont par exemple des ados à la maison, l'huile essentielle d'orange douce est quelque chose de très efficace parce qu'on sait que les ados peuvent avoir des humeurs changeantes. Pour les parents? Pour les ados. Pour les ados, et ça agit sur tout le monde, exactement. Ça agit sur tout le monde. En fait, l'orange douce. Alors là, ça peut être en diffuseur également, ou simplement sur un mouchoir à sentir pendant 5 minutes, parce qu'en fait, donc, quand on est dans l'adolescence, on a les hormones qui montent, qui descendent, etc. On maîtrise pas toujours ses humeurs et tout, et en fait, cette orange douce va amener de la douceur, ça va amener un apaisement et un sentiment de bien-être de manière générale, et ça va vraiment aider à calmer l'atmosphère quand il peut y avoir des tensions, etc. Et puis, l'un des plus classiques, c'est la lavande. Alors, pour ceux qui n'aiment pas l'odeur de lavande, la marjolaine fait le même effet. C'est un calmant qui va apaiser l'émotionnel, qui va adoucir. Bon, après, voilà, comme tout le monde n'aime pas l'odeur de la lavande, la marjolaine fait exactement le même effet. Et c'est un anti-stress, c'est un anti. Alors vraiment, l'approche est importante. C'est 5 minutes à 5-6 centimètres du nez. 5 minutes carrément. Oui, c'est 5 minutes minimum de respiration. Alors ne pas sentir l'odeur dans la fiole.
parce que c'est vraiment important de le mettre sur un mouchoir. Voilà, parce que un parfum, une odeur, ça évolue avec l'air. D'accord. Et donc, quand on laisse dans la fiole, il n'y a pas cette évolution et il n'y a pas l'effet aussi bien, aussi efficace, on va dire. Et j'avais entendu que pour la mémoire aussi, il y a la menthe poivrée, je pense. Alors, la menthe poivrée peut aider à la mémorisation. Le romarin peut aider à la concentration. Donc, il y a également des synergies qui peuvent être faites que je fais pour les périodes d'examen. Parce qu'il y a des choses comme ça qui sont pas médicaux, en fait, mais qui peuvent tellement efficaces, mais qui peuvent aider. Voilà. Moi, depuis des années. Et ça coûte pas. Ah non, c'est vraiment. Ah non, pas du tout. Une synergie, c'est 15 €. C'est une petite fiole. Moi, mes enfants sont avec leur petite fiole à toutes les périodes d'examen depuis que je suis formée. J'avais rencontré une fille qui faisait une sorte de test avec les huiles essentielles. Oui. Donc, elle te mettait les huiles essentielles anonymes comme ça, anonymes pour toi. Et sur base de ce que tu aimais ou ce que tu aimais pas, elle définissait de quoi ton organisme a plus besoin ou pas besoin. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je sais que je suis toujours très attirée par les parfums comme patchouli, des trucs comme ça. C'est assez intense, assez fort. Qui ancre. Et c'était très impressionnant ce qu'elle disait parce qu'il y avait du bon en fait. Tout à fait. Dedans. C'était très intéressant. Alors, ce que j'ai, ce avec quoi je travaille aussi, que j'utilise moi quand je fais mes accompagnements et que je vends aussi en paquet, ce sont des trousses qui contiennent des petites fioles d'huile essentielle qui sont cachées. Et en fait, tu peux piocher ton huile essentielle chaque jour et chaque huile a un message à te donner en fait. D'accord. Et donc, il y a des petites cartes qui accompagnent. Trop bien. Et donc, du coup, voilà. Et en général, l'huile que la personne, donc j'ai des trousses de 15, de 30 ou de 50 huiles, et l'huile que tu tires ce jour-là, c'est ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et donc, tu respires ton huile pendant 5 minutes. Idéalement, tu peux le faire en faisant une cohérence cardiaque, par exemple, tu vois, cette respiration en 5 minutes aussi. Donc, tu peux le faire avec une cohérence cardiaque. Donc, comme ça, tu oxygènes bien ton corps en plus en le faisant. Et donc, ça va aller travailler. Je vais t'en prendre. Dès que tu reviens à Bruxelles la prochaine fois. Ok. Je te prépare ça. Tu envoies un arménien à mes parents. En fait, c'est vrai que tout ça, on n'en parle pas assez. C'est aussi un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve que quand tu commences à lire, à t'enfoncer là-dedans, c'est intéressant mais effrayant en même temps. Oui, parce que c'est très vaste. Et surtout, ce qui est effrayant aussi, c'est aujourd'hui avec Internet et tout, difficile de cibler les bonnes informations, correctes informations et tout. Chacun se déclare un coach. Tout à fait. Guérisseur, etc. Tout à fait. Quel conseil tu donnerais, par exemple, aux gens qui veulent des coachs, ou etc. Comment ils doivent choisir? Alors, moi, je pars du principe, déjà à la base, c'est mon mode de fonctionnement, qu'on rencontre toujours la bonne personne au bon moment. Se mettre sur notre chemin les bonnes personnes toujours. Je pense que le bouche à oreille est un bon moyen de savoir que telle personne a déjà été être soignée avec tel maître Reiki ou tel. Enfin, c'est comme les médecins, c'est comme les profs de yoga, c'est comme toutes ces personnes qu'on croise pour notre bien-être. On entend un tel, ça lui a fait du bien. Alors après, ça peut nous correspondre, ça peut ne pas nous correspondre parce que voilà, les énergies ne sont pas les mêmes avec tout le monde. Et de se renseigner. Alors, moi, personnellement, je suis pas très friande des formations en ligne, etc. Oui, ça manque le côté personnel. Alors, il y a des choses qui, pour moi, il y a des choses qui peuvent être faites en ligne, bien sûr, sans problème. Mais en termes de formation, donc il y a des accompagnements qui peuvent être en ligne, mais être formé en ligne, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des choses qui ont besoin de passer du formateur à la personne qui est formée. Voilà. Et je suis pas certaine que ça passe toujours. Et oui, il y a à boire et à manger, c'est de bien se renseigner, de voir, voilà, si vous connaissez des gens qui ont déjà été formés par ces personnes-là ou qui ont déjà été soignés par ces personnes-là ou accompagnés par ces personnes-là et de voir quel est leur retour. Je pense que c'est le meilleur moyen. Et puis après, de faire confiance à la vie. Qu'est-ce qui se passe pendant la période de Covid? Qu'est-ce qui se passe pendant la période de Covid? Alors nous, la période de Covid, elle est arrivée 6 mois après que les enfants aient repris l'école, et donc c'était assez. Retour. Mais en fait, oui.
On est revenu à notre ambiance et à notre vie de famille du voyage. Oui, c'est ça. Et de l'année qui a suivi le voyage. Donc, les enfants, quand on leur a dit, vous faites l'école sur ordinateur, ok, pas de problème, hop, ils se sont installés. Maëlys avait l'habitude, Loïc, il a appris parce qu'il avait vu sa sœur faire, etc. Oui. Donc, ça a été assez fluide. Et à ce moment-là, on a eu beaucoup de chance. On louait un appartement sur Arlon qui a été construit sur un principe assez incroyable. Donc, le propriétaire, qui est aussi l'architecte qui a construit le bâtiment et le complexe, on va dire, a construit avec une philosophie d'écologie, d'économie, etc. Donc, tout en bois, tout en naturel et tout ce qui s'ensuit. Et en plus de ça, il a créé à l'arrière un jardin commun aux 4 bâtiments qui étaient dans la rue. Donc, on avait un jardin commun, un potager partagé, un poulailler partagé, et au dernier étage, il avait fait une piscine. On avait une mini salle de sport où il avait récupéré 3-4 machines, une table de ping-pong. Enfin, et du coup, nous, on a vécu en communauté, on va dire, avec tous les locataires qui étaient là et tout. Donc, en soi, on a moins souffert que les gens de la vie. Oui, on a moins souffert de ce rythme-là et de cette approche-là. La difficulté, c'était de pas voir la famille, le reste, de ne pas être connecté. Mais disons que nous, on a été dans la mouvance Covid pendant 1 mois. Après, une fois la période panique, peur, machin, etc. est passée et qu'on a commencé à comprendre, enfin voilà, à un moment donné, voilà, on est sorti des ordres, on va dire, et voilà, on a vécu à notre façon et c'était très très bien comme ça. Et du coup, ben moi, ma formation a duré plus longtemps. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé cette formation en coaching, notre objectif, en fait, avec Pierre-André, c'est qu'une fois que nos enfants démarrent leur propre vie, on aimerait voyager et voilà, être nomade probablement pendant un certain temps. Et du coup, bah, être coach à distance. Et quand j'ai rencontré mon formateur, il m'a tout de suite dit non, la formation en ligne, le coaching en ligne, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne passe pas, on peut pas accompagner, etc. Et le Covid est arrivé. Et en fait, tout le monde était obligé. Il a été obligé. Il a basculé complètement toute sa formation. Il a basculé son point de vue. J'ai trouvé ça juste magique, incroyable. Et du coup, il a adapté sa formation pour que tout passe entre guillemets à travers. Donc voilà, cette période Covid a été particulière. Je pense qu'on a été chanceux que voilà, par rapport à beaucoup, on l'a vécu de manière assez fluide. Et voilà, la reprise petit à petit a été un peu plus difficile, notamment pour les enfants qui devaient porter le masque à l'école, machin. Enfin, voilà, ça a été plus compliqué parce que voilà, nous pas pour tout le monde, pour tout le monde, voilà, je pense. C'est ça. Mais sinon non, on a été très chanceux et ouais, ça s'est passé en douceur pour nous. Je sais que les coachs, ils ont chacun sa spécialisation de domaine. Tout à fait. Quel est ton domaine d'exercice? Oui. Alors moi, j'accompagne principalement les femmes qui ont besoin de retrouver un sens, qui ont besoin de retrouver un rythme de vie après un passage difficile. Alors on coach bien qu'une ancienne version de soi-même. Donc c'est-à-dire une situation par laquelle on est soi-même passé. Donc j'accompagne principalement les femmes qui sont soit passées par un burn-out ou un épuisement, ou alors qui ont eu un cancer, ayant moi-même traversé toutes ces phases sur 2017 pour 2016-2017 pour le burn-out, 2021 et 2024-25 pour le cancer du sein. Donc voilà, ce sont des chemins par lesquels je suis passée et je passe encore. Donc voilà, ce sont des accompagnements que je fais pour voilà permettre à chacune d'accepter ce par quoi on passe, d'accueillir les moments compliqués, les moments de peur, de stress, de doute, etc. Et puis de se reconstruire aussi après tout ça, de parvenir à en tirer quelque chose de positif. Parce que voilà, dans mon approche de la vie, c'est tout arrive pour une bonne raison. Tout a un message à nous communiquer dans notre vie. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe le degré de difficulté qu'on peut vivre, qu'on peut traverser. Sur le moment, on comprend pas toujours. C'est un choc. Ce qu'il en est, c'est un choc complet. Et on se dit que tout s'arrête, tout est fini, le futur disparaît. En tout cas, ça a été mon cas. La première fois en 2021 où mon futur a disparu. Et en fait, ça a été un cadeau parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai appris pleinement à vivre l'instant présent et pas simplement dans ma tête et pas simplement en théorie parce que je connaissais la théorie, l'instant présent, vivre dans l'instant, etc.
Mais le fait de passer par cette étape et d'avoir ce futur qui disparaît, parce que le seul futur que je pouvais imaginer, c'était mon enterrement. Donc voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Ok, ben on revient. Là maintenant, je vais bien. Et à ce niveau-là, mon époux m'a beaucoup aidé aussi parce que lorsque j'ai appris que les boules que j'avais étaient cancéreuses, on était chacun, enfin, il était sorti avec un ami, moi j'étais avec une amie, et quand il est rentré, je lui ai donné l'information, et puis il a eu zéro réaction sur le moment. Je lui ai dit, ça va, Il me dit, bah oui, j'ai entendu, t'as une boule cancéreuse, on va te l'enlever, point. Il n'y a rien d'autre. C'est tout. Ça se limite à ça. Waouh, quel beau cadeau. Oui, effectivement, ça se limite à ça. Et voilà. Et donc, le cadeau de ce moment-là, ça a été être dans l'instant présent et vivre pleinement. Ça a été l'apprentissage. Et puis bon, voilà, ça n'a pas suffi une première fois. Donc, j'ai eu une récidive fin 2024 avec les opérations qui s'en sont suivies, etc. Et donc voilà, et comment se reconstruire après ça, comment se reconstruire après un burn-out, comment retrouver un sens dans sa vie, comment avoir des objectifs à nouveau petit à petit, et pour ne pas refaire un burn-out, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes qui passent par un burn-out et qui y reviennent, et donc comment parvenir à trouver un équilibre, et puis oui, comment se reconstruire effectivement, et comment vivre pleinement et profiter pleinement de la vie après une période de cancer. Je trouve qu'une des choses qui est très difficile dans ce cancer, c'est tout ton entourage qui souffre à ta place, avec toi. Même plus que toi parfois. Même plus que toi, parce qu'ils ont envie de t'aider, ils ne savent pas comment t'aider. Et toi, tu te retrouves à être confronté à cette maladie, mais en même temps à devoir ménager les autres. Exactement. T'es pas bien, tu ne peux rien faire quand c'est comme ça. Et ça te prend beaucoup d'énergie à nier, à machin, etc. Le plus compliqué pour moi, la première et la deuxième fois, c'était de voir le regard de mes proches quand je leur ai dit. Et ça, c'était vraiment, parce que tu vois la peur s'installer, tu vois l'incompréhension, la colère, etc. Donc, moi, je me sentais bien dans mon corps, tout allait bien, etc. Mais de voir ce que ça peut, ce mot, en fait, c'est le mot cancer est devenu quelque chose d'effrayant pour beaucoup de gens. Et un infirmier qui m'a accompagnée pendant la radiothérapie a eu les mots justes qui m'ont beaucoup aidée. Il m'a dit, vous savez, aujourd'hui, c'est le mot cancer qui effraie, mais le truc, c'est qu'on met tout sous le mot cancer. Les choses qui sont très bénignes et qui se guérissent et dont on sort très facilement, etc. Mais c'est comme les choses qui mènent à la mort, où il y a pas de... Même dans le cancer de sein, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a tellement différentes formules de cancer de sein. C'est pas ni la taille qui compte, ni le machin qui compte, mais la composition, etc. Mais comment il va réagir, comment il va pas réagir. Donc, c'est vrai que au début, en fait, c'était essoufflé. Mais pour moi, c'est pareil, parce que quand j'avais appris, je prenais l'avion pour aller en Arménie. Donc, je suis allée prendre mes résultats, mais pour moi, je partais en Arménie. Donc, tu vois, j'avais fait la biopsie, ils avaient dit, la madame, elle va te voyager. Et puis, elle avait dit, le médecin, quoi, il a pas annulé ses voyages. Et je raconte ça au boulot. Je dis, mais enfin, ils sont tarés, quoi. C'est parce qu'on fait une biopsie que... Tu peux pas, Et en fait, d'ailleurs, mes amis de boulot, Irène et Béa, ils se sont ramenés le matin très tôt à l'aéroport, à l'hôpital. Parce qu'elles elle avait senti, alors que moi, j'étais dans un déni, quoi, tu vois, moi, je l'ai... Et pour moi, c'était ça, c'était 5 heures d'avion, c'est que j'imaginais pas comment j'allais annoncer ça à mes parents. Oui, c'est ça. C'est pas autant la maladie. Voilà, le plus gros choc, c'est quand on m'a dit que j'allais perdre mes cils et mes cheveux. Je pense que j'ai plus pleuré là-dessus. C'est ça. Tu vois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est le choc. Et c'est très important d'avoir la bonne personne. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, je connaissais pas à l'époque. Tout à fait. J'étais avant 2019. Donc, et j'ai eu une personne magnifique. Je sais pas si tu connais. Elle s'appelle Ingrid Tenissen. Oui, je l'ai rencontrée via toi. L'année dernière. C'est moi qui t'avais donné le numéro. Tout à fait. Et moi, Ingrid Tenissen, elle est chère de poule. C'est une personne à un cœur énorme, de la bienfaisance.
D'ailleurs, elle a arrêté la gynécologie, elle ne fait plus que de l'accompagnement comme voilà, ça. elle a arrêté la gynécologie, Ouais. elle fait que l'accompagnement, elle travaille pendant très longtemps à Bordeaux, à accompagner des gens, etc. Maintenant, elle est aussi à Delta, elle a sa clinique, etc. Elle accompagne. Mais je veux dire, une personne comme ça, qui n'a pas de jugement, qui est tellement gentille, tellement bienveillante. Tout à fait. Et elle est ouverte aussi à un accompagnement, même d'autres choses que simplement le médical. Mes médecins, en fait, quand on m'avait conseillé, parce que j'avais des problèmes de foie et tout, ils voulaient arrêter la chimio. Donc, mon oncologue m'avait dit, écoute, je ne crois pas à ça, mais je n'avais pas t'interdire. Mon chirurgienne m'a dit, écoute, voilà. Moi, en fait, j'ai eu beaucoup de chance que j'avais pas des médecins qui étaient très obtus sur les principes et tout. Donc, et mon radiologue de Smet, il a dit, je la connais, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec, fonce. Et j'avais dit, écoute, je vais prendre 2 semaines, faire les trucs, on verra bien. Donc, j'avais commencé ces petites pilules les vendredi. Champignons et tout ça, Non, elle avait donné des petits trucs homéopathiques. Mercredi, j'avais prise de sang, parce que j'ai des chimios toutes les semaines. Mercredi matin, prise de sang. Mon oncologue qui m'avait dit, je crois pas. Il m'a dit, je sais pas ce que tu prends, mais continue. Oui, c'est ça. Ça a fait rire tout le monde. Donc voilà. Donc, voilà, pour moi, je découvrais ça. On m'avait dit, ça fait du bien. Donc, j'avais dit, bien sûr. OK. Ça peut rien faire de mal. Ça fait du bien. Bien sûr. Non, même même tes petits conseils, même les petits trucs, etc. Et d'ailleurs, j'avais une amie qui passait par ça quelques mois après moi en Arménie. Et j'avais pris note de tous ces trucs-là et je lui avais dit, c'est vrai qu'en Arménie, ça commence, mais c'est pas encore ça. Moi, mes médecins, ils m'ont porté à travers le cancer. Tout à fait. Ils m'ont porté avec un tel positivisme, tu vois, t'es pas mourante. Non, tout à fait. Après, voilà, je remercie l'univers, Dieu, tout ce que tu veux, que c'était genre wake-up call pour moi. C'est ça, exactement. Donc, voilà, si on peut toutes les deux dire à toutes les femmes qui connaissent quelqu'un qui passe par ça, ou qui ont passé, elles, par ça, c'est pas la fin. Non, du tout. C'est même le début. Autorisez-vous de parler à des gens. Tout à fait. Et c'est même le début de quelque chose d'autre. Pas forcément un coaching. Je pense que je suis sûre que, nous deux, on peu. Voilà. Après, on s'était vu, on a s'apprécié, mais je savais pas du tout. Enfin, c'est par hasard qu'on a redécouvert le truc, mais il y avait déjà beaucoup de chaleur, beaucoup de sympathie entre nous, oui, sans savoir. Tout à fait. Comme tu dis, les gens arrivent pas par hasard dans un moment. Et je me souviens surtout notre conversation devant l'église. Oui, je me souviens aussi. Oui, tout à fait. Incroyable. D'accord. Incroyable. Donc, des choses. Oui. D'ailleurs, notre lien a vraiment commencé le lendemain de mon opération, fin 2024. Toi et moi. Je ne savais pas. Oui, tout à fait. Tu ne savais pas, oui. Tout à fait. Tu me remplaçais à la radio pour les news et. Oui, et pour bien faire, j'ai voulu t'envoyer mon enregistrement. C'est la première fois que je lisais les news. C'est ça. Et j'ai dit, est-ce que ça va pour toi? Parce que pour moi, c'est important, c'est un truc que toi, tu fais. Donc, je me dis, si tu as des conseils et tout, parce que je pensais que tu étais en congé. C'est ça. Et j'ai dit, excuse-moi de déranger pendant ton congé, mais je voulais juste savoir si tu aimes bien comment je lis ou pas. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, voilà, c'est aussi, je te remercie pour ton, confiance. Oui. Et voilà. Donc, c'est comme quoi, enfin, je sais pas, je pense qu'on s'est vu peut-être 3, 4, 5 fois dans notre vie. Avant ça, oui, tout à fait. Mais même, oui, c'est ça, 5-6 fois, ouais. Mais j'ai l'impression que je te connais depuis des siècles, en fait. C'est vraiment. Tout à fait. Et d'ailleurs, toujours, Luxembourg, pas Luxembourg, Armand Get Together, c'est toujours. Chaque fois que je peux, l'équipe au présent. Rapidement, parce que l'émission n'est pas illimitée, je voudrais quand même te poser quelques questions. Bien sûr. On va juste dire à nos écouteurs que tu as un super podcast sur Belga Radio. Et oui. Spotify aussi. Spotify et Apple Podcast. Le murmure de bien-être. C'est ça. Les murmures du bien-être, qui est justement, tu disais tout à l'heure, on ne parle pas assez de tout ce qui existe, etc. Et en fait,
Alors, c'est Harris qui m'a semé la graine l'année dernière au mois de mars. Moi aussi pour l'émission. Qui a semé la graine du podcast parce qu'il a découvert voilà ce que je faisais, etc. Et il m'a dit tu devrais le partager. Et en fait, du moment où on a eu cet échange, hop, tout s'est mis en place et ça va bientôt faire 1 an que j'ai démarré ce podcast. Oui, effectivement. Et tu invites aussi des gens qui sont super intéressants. Tiens, est-ce que tu inviterais pas un jour Ingrid? Peut-être, oui. Qui sait, ouais. Pourquoi pas? Je pense que ça serait très chouette. Ouais, tout à fait. Je lui poserai la question. Ouais. Infiniment merci à Ingrid pour son accompagnement et j'ai déjà envoyé plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Elle est incroyable. Toujours les mots qu'il faut pour chaque personne. J'ai même fait à distance pour l'Arménie avec elle, tu vois, pour aider. Et vraiment, elle répond toujours présent. Tout à fait. Que je vais. Donc, un énorme merci à Ingrid. Voilà. Donc, quelques questions. Comment est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Comme quelqu'un qui aime rassembler et faire la fête. Si tu devais faire gratuitement quelque chose pour le reste de ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Belga Radio. C'est ça. Ça en fait partie. Il y a une partie, quelque chose pour la communauté arménienne, ça c'est certain, et pour les animaux. Je suis bénévole à la SPA et donc ça je chouette ça aussi. Est-ce que tu célèbres tes réussites? Oui. Je suis très rituel, fête, toute occasion est bonne à être faite. Tu es peut-être la première Arménienne qui célèbre ses réussites. Ah oui. C'est fou. Ah oui? Ok. Oui. C'est fou. Ah oui, bien sûr. Donc, pourquoi tu es reconnaissante dans ta vie? Je suis reconnaissante pour énormément de choses. C'est compliqué. Enfin, je pourrais pas en choisir un. Liste. Réfléchis pas. L'amour qu'il y a autour de moi, l'amour que je ressens à l'intérieur de moi, qui t'en donne beaucoup. Qui voyage, qui va, qui vient. Je pense. Toi, t'es quelqu'un qui donne. C'est vraiment tu rayonnes l'amour. En fait, si je peux. Ouais, s'il y a un mot, c'est ça. Ouais. Sur quoi est concentrée ton attention actuellement? Sur plusieurs choses aussi, sur mes enfants déjà, parce qu'ils ont ma fille est passée en école supérieure et donc c'est un changement de vie et mon fils est en secondaire donc sur eux. Les voyages, ça reste un élément pivot dans ma vie est très important, oui, et les accompagnements que je fais, oui, de moi-même et des autres. Est-ce qu'il y a un regret? Jamais. Ok. Jamais. Les regrets, c'est se pourrir la vie. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Rien. Rien du tout. Rien du tout est parfait. Merci. Et voilà. Donc, je pense que, comme on avait dit avant, 3 heures, 5 heures, ça ne suffit pas. Oui, non, c'est ça. À un moment donné, il faut mettre une limite. Oui, parce que ça fait déjà 2 heures avant l'interview. Oui, je voulais te remercier pour ce que tu dégages, en fait. Oh, merci. Oui, parce qu'on s'est rencontrés via les soirées, je pense. Tout à fait. La première fois. Oui. Les Armes de Get Together que vous êtes venus soutenir. Je prends l'occasion pour remercier toute votre grande bande que j'adore et qui répond toujours très présent et qui mettent l'ambiance et tout. Il y a une famille qui grandit et grandit et grandit encore. Voilà. Donc, mais bon, voilà, pour moi, en tant qu'Arménienne d'Arménie, vous êtes Arménienne d'ici, de partout. Oui. Voilà, c'était très, j'adore cet échange, même si on se voit pas souvent, mais c'est très chaleureux et c'est très, je voudrais te remercier pour ta bienveillance, peu importe le domaine, et ta loyauté, ton ouverture et ce que tu dégages en fait. Tu vas me faire pleurer. Non, mais c'est vrai, et il faut se le dire. En fait, c'est pas quelque chose. C'est pas. Je veux dire, je dis ça souvent. Les gens se rencontrent, les gens les échangent. Peut-être que les gens se quittent dans la vie, c'est ok aussi. Mais il faut toujours garder ça, la bienveillance envers l'autre, et la vie après fait son chemin. Mais voilà, je voudrais de moi, même si on sait très bien que cette maladie a appris beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas on est reconnaissants toutes les deux. Mais le dernier jour de mes trucs à l'hôpital, j'avais amené plein de gâteaux et tout. J'avais dit aux infirmières, bon, en fait, je vous adore, mais j'espère de plus jamais vous revoir. Elles avaient rigolé.
Donc voilà, j'espère que tu vas plus jamais les revoir. Exactement. Et que j'en suis convaincue. Le deuxième qui est arrivé, il a apporté les petits détails qui manquaient. Qui manquaient. Voilà. De toute façon, j'invite tous nos écouteurs d'aller découvrir ton podcast les murmures de bien-être. Déjà, c'est super agréable de t'écouter, de t'entendre, et c'est aussi super enrichissant les gens que tu invites. Sur des sujets différents, oui. On n'est pas obligé d'accepter, mais je trouve que ça fait un petit crack dans la normalité qui nous a été enseignée. C'est ça. Merci. Merci pour ton engagement pour Belgahai aussi. Avec plaisir. Voilà, ce fut un plaisir. Merci. Écoute, merci à toi d'être ce rayon de soleil et comme j'aime bien dire, ce cœur sur pattes qui rayonne partout. Merci vraiment de mettre tout ça en place et de le faire avec le cœur. On le fait ensemble. Ouais. Je peux pas faire seul. Merci. Bonne journée à tous nos amis de Belgahai. Bonne journée, bonne soirée. Écoutez, commentez, partagez. Allez parler à Nathalie, qui sera taguée sur le truc. Je pense qu'elle sera très, très contente d'avoir vos retours. Et de nouveau, si vous avez besoin, si vous êtes passé par une difficulté, etc., je suis sûre qu'elle aura toujours un bon conseil, coach ou pas coach. Après, tout à fait. Quand on passe par ça, voilà. N'hésitez surtout pas, vous n'êtes pas seul dans ça. Non. Un gros bisou à tout le monde.